Mais là, il y a une cassure dans le monde, si vous voulez, en trois parties. Il y a une cassure dans le monde, c'est-à-dire il y a le monde des pauvres, en particulier des moins riches du Sud, qui ont utilisé la chloroquine et puis ensuite l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme on a fait nous, d'une manière massive, et qui ont d'ailleurs des taux de mortalité très bas. Il y a tout l'Extrême-Orient qui a fait ça. Tout l'Extrême-Orient, la Corée, la Chine. Maintenant, il y a des études prophylaxiques avec la chloroquine qui se mettent en place en Thaïlande, en Inde. L'Inde a mis ça en prophylaxie chez tout le personnel de soins. Donc, c'est des millions et des millions de gens ont été traités avec ça. Et il y a la question de l'Europe de l'Ouest. Enfin, la Russie aussi, vous savez que c'est un... Enfin, il y a plus Europe de l'Ouest et États-Unis ? Europe de l'Ouest et en partie les États-Unis, si vous voulez, qui ont une position qui, de mon point de vue, est influencée par les gens qui, depuis une vingtaine d'années, travaillent sur les molécules nouvelles pour le sida ou pour les hépatites chroniques, qui ont pris cette habitude d'avoir des essais thérapeutiques, de faire des essais thérapeutiques, d'ailleurs, et de faire des essais thérapeutiques avec des molécules nouvelles, qui ont pris en particulier avec Gilead. Et donc, ça va... Tous les référents font partie, finalement, de ces équipes-là, qui, depuis des années, travaillent avec ça comme ressource. Simplement, l'idée, si vous voulez, qui est une idée générale, hein, qui n'est pas spécifique à ça, c'est que nous avons vécu un siècle et demi d'avancées technologiques, d'augmentation de l'espérance de vie, de nouveaux médicaments en permanence, et que cette idée-là est une idée qui n'est plus tellement vraie. C'est-à-dire que des médicaments qui révolutionneraient maintenant l'espérance de vie, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas sûr qu'il y en a, il restera des niches, hein, les cancers jeunes, graves. Pour le reste, vous voyez, les pays pauvres actuellement sont en train de nous rattraper en termes d'espérance de vie. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans, on a un capital en médicaments qui sont extraordinaires. Et en plus, si vous voulez, c'est pour ça que tout ça manque beaucoup de science en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de tri, tellement bien pour comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Donc, ça veut dire que les modèles changent au fur et à mesure et toutes les données initiales que l'on a sont des idées que j'appelle tunnellaires, c'est-à-dire que vous ne testez qu'une seule hypothèse. Et parce que vous n'avez testé qu'une seule hypothèse, vous ne pensez pas qu'il y ait d'autres hypothèses valides. Je vous donne un exemple. Par exemple, les antibiotiques sont, pour l'essentiel, des molécules qui sont faites par les microbes pour se battre entre eux. Et donc, on a testé ces molécules contre les bactéries, tout en temps contre les champignons. Alors, c'est des champignons ou des bactéries qui sécrètent ça. Mais pendant des années, on ne les a jamais testés contre les virus. Donc, on ne savait pas que ça marchait contre les virus. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un tas d'antibiotiques qui marchent contre les virus. En fait, on manque de créativité, quoi. Oui, et puis on a cette vision qui est une vision tunnellaire, et puis surtout ce modèle que nous avons développé, le modèle technologique, est aussi un modèle économique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des médicaments qui ont été découverts depuis plus de 20 ans et qui rapportent plus d'argent? Les génériques, qu'est-ce qu'on en fait? Personne ne va payer pour faire ces études, ça ne va pas rapporter d'argent. Celui qui va développer l'étude ne va pas gagner d'argent avec parce que tout le monde pourra en produire en Inde ou en Chine et que ça coûtera rien du tout. Et que donc tout notre modèle scientifique et économique est basé sur un modèle qui est le développement de nouvelles molécules qui, dans un certain nombre de cas, est complètement obsolète. Ça veut dire que c'est une histoire financière quand même. Financière et culturelle. Financière aussi et culturelle. Ouais. Financière et culturelle. L'idée qu'on va répondre à chaque fois avec une molécule extrêmement chère et qui va permettre de créer des congrès, d'inviter des dizaines de milliers de personnes, c'est un modèle qui est en partie un modèle en train de mourir. Je pense qu'on est dans un changement du monde très important. On a un changement de modèle, c'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que la course en avant technologique en disant les vieux médicaments sont moins bons que les nouveaux médicaments, qui est dans la pensée de beaucoup. Il y a des gens qui sont très honnêtes, qui pensent ça très honnêtement, si vous voulez, que les nouveaux médicaments sont moins toxiques que les vieux médicaments, qui pensent ça. Mais c'est une opinion. Ils ont besoin d'une croissance... d'entreprise, d'une logique d'entreprise. Oui, on est dans une logique qui a été la logique de l'Europe et des États-Unis depuis le 19e siècle. C'est sa logique, c'est une course en avant technologique avec des brevets qui durent très peu de temps, qui veut dire que dès que on a découvert, il y a aussi une réflexion à avoir sur la durée des brevets. Si les brevets ne durent que 20 ans, il faut trouver une nouvelle molécule. On est dans une société où, en dehors des crises, si vous voulez,
les gains à espérer en espérance de vie sont très faibles. Donc, avant de changer quelque chose, il faut bien réfléchir parce que les bénéfices à espérer sont très faibles. Et donc, toute la question du risque, c'est une question du bénéfice. D'accord ? Donc, si vous êtes dans une situation, ce qui est le cas, on est à une situation de plateau en termes d'espérance de vie, c'est plutôt les pauvres qui nous rattrapent, si vous voulez, et bien sûr l'Extrême-Orient qui commence à avoir une espérance de vie un peu plus longue que la nôtre. Dans cette situation-là, que vous disiez, écoutez, moi je suis dans le principe de précaution parce que pourquoi prendre des risques alors que j'attends pas de gains significatifs, je le comprends. Le problème des crises, c'est que c'est pas comme ça. Comme dans les crises, c'est qu'il faut accepter de prendre un certain nombre de risques parce qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'on ne sait pas le gérer. Et que donc, il y a une certaine incertitude au moment où on fait les choses qui est naturelle. Est-ce que ça veut dire que les pays que vous décrivez d'Europe occidentale se sont embourgeoisés en quelque sorte? Surtout, ils sont morts plus que les autres, hein. Beaucoup plus que les autres. Ah, vous regardez la mortalité par Covid dans les pays, c'est l'Europe de l'Ouest qui a le record du monde. Et il n'y a pas une question peut-être de géographie ou de température? Je crois pas, je ne sais pas quoi. C'est spectaculaire, c'est la première fois que sont dans les pays les plus riches qu'on a la plus forte mortalité quand même. Hein. Et ça, c'est à cause du traitement? Pour l'instant, c'est surtout la cause de pas de traitement. On est les seuls à pas avoir traité aussi. Hein. Donc les autres, ils ont détecté, traité. Hein. Donc nous, on a décidé qu'il fallait pas traiter à un bout d'un moment. Si vous voulez, c'est tous ceux qui ont traité ont une mortalité inférieure à l'autre. Mais ce que vous nous dites est quand même très grave. Ça veut dire que vous estimez qu'il y aurait beaucoup moins de morts aujourd'hui si on leur avait prescrit? Les 15 pays dans lesquels la mortalité est la plus forte, c'est que des pays de l'Europe de l'Ouest et les États-Unis.